Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. La lutte contre la violence dans les établissements scolaires est une priorité pour le gouvernement qui a mis en place des fouilles aux abords des écoles. Comment sont-elles organisées et surtout comment sont-elles ressenties? Vous le verrez dans ce journal dans un instant. 80% des élèves français utilisent l'intelligence artificielle pour les devoirs. L'IA est donc devenue leur bras droit. Certains établissements scolaires ont donc décidé d'agir et d'encadrer son utilisation. Vous le verrez dans un instant. C'est un des fromages préférés des Français, le reblochon est l'un des emblèmes de notre gastronomie. Et pourtant, les professionnels qui le produisent cherchent toujours à s'adapter au marché. Nous irons en Savoie pour comprendre ces professionnels qui s'adaptent. Et puis en fin de journal, si vous avez le goût de jouer au tennis de table avec des poils à frire, c'est une compétition loufoque qu'on va vous raconter qui oblige les participants à se surpasser pour remporter ce trophée. Je vous le disais dans les titres, depuis bientôt 1 an, le gouvernement a mis en place des fouilles aux abords des établissements scolaires un peu partout en France. L'objectif est de prévenir les violences, mais aussi de renforcer le sentiment de sécurité dans les écoles. Reportage de Moselle TV devant le lycée de Metz, Mathéo Philippe. Monsieur, bonjour. Il fait encore nuit lorsque les premiers élèves arrivent devant les grilles du lycée Robert Schuman de Metz. Et ce matin, 12 policiers contrôlent les affaires de ces jeunes étudiants. Allez, feu, bonne journée. Ça permet de voir s'il y a des gens qui ont vraiment des trucs ou pas, donc ouais, ça permet d'être en sécurité. Moi personnellement, j'ai jamais vu, mais après aux infos, on voit beaucoup d'élèves qui viennent avec des petits couteaux ou ce genre de trucs. Une démarche de prévention mise en place par la préfecture depuis bientôt 1 an. Objectif, lutter contre toute forme de violence aux abords des établissements scolaires. Autre objectif, approcher du risque zéro pour créer un environnement de sérénité pour le personnel de l'éducation nationale et ses élèves. Ces démarches-là participent aussi d'apporter sécurité et aussi maintien d'un climat scolaire serein, propice aux apprentissages et à la réussite des élèves. Des contrôles préventifs fréquents. Et dans ce lycée, comme beaucoup d'autres, Bonjour, votre carnet, votre carte. Ce n'est pas la seule action mise en place pour sécuriser les lieux. C'est vrai que nous sommes en présence d'un lycée qui s'étend sur 17 hectares. Les possibilités de pénétrer dans l'établissement sont diverses et variées. Mais pour autant, on a aussi un système de surveillance vidéo dans l'établissement avec des personnels de loge qui contrôlent les écrans. Depuis mars 2025, ce sont 550 opérations de ce genre qui ont été réalisées. Au total, seules 20 infractions ont été recensées et classées sans suite. Tout autre chose maintenant, les récoltes ont été exceptionnelles cette année pour les producteurs de poireaux. Grâce à une météo clémente, le rendement a été meilleur que les années précédentes. Malheureusement, les ventes ne suivent pas, ce qui inquiète les agriculteurs. Explication dans la Loire avec ce reportage de TL7, Alexandre Crouzet. Une récolte bonne, voire même un peu trop. L'automne doux a boosté les rendements, mais derrière, les ventes ne suivent pas. Les poireaux, il y en a partout cette année, dans les champs, et bientôt peut-être invendus. À Saint-Just-Saint-Rambert, le maraîcher Louis Buisson tire la sonnette d'alarme. On a des difficultés à écouler nos légumes d'hiver, notamment le poireau, c'est un petit peu le cas sur le chou mais moins, du fait qu'il y a une surproduction au niveau national et peut-être même européen, ça je sais pas, mais au niveau national il y a surproduction, du fait principalement d'un automne favorable qui fait que les rendements sont importants chez tout le monde, avec une qualité qui est relativement bonne, du coup il y a surproduction, même si la demande est là, pour l'instant elle n'est pas capable d'absorber l'ensemble de l'offre et on se heurte à un marché qui est saturé. Autrement dit, beaucoup de production, pas assez d'acheteurs. Et quand l'offre dépasse la demande, les prix chutent. Pour le maraîcher ligérien, le danger est clair, vendre à perte. Il faudrait qu'on recalcule notre coût de production correctement, mais on n'est pas très loin de vendre à perte. En tout cas, si on ne vend pas à perte, on fait pas de bénéfices sur nos ventes à l'heure actuelle. Et la deuxième problématique, ce sera en fin de campagne, c'est-à-dire sur avril, de laisser de la marchandise au champ. Ce qu'on peut faire, c'est que peu importe les conditions météo, encourager la population à consommer un maximum de poireaux pour essayer, si ce n'est d'augmenter les prix, au moins de ne pas détruire de marchandises en fin de campagne. Et laisser des poireaux au champ, c'est perdre des mois de travail. Pour éviter ça, les producteurs appellent à consommer davantage de poireaux dans les prochaines semaines. Un légume simple, de saison, mais cette année, derrière chaque botte, il y a aussi l'équilibre économique d'une exploitation locale.
Cela ne date pas d'hier, les métiers de bouche manquent cruellement de main-d'œuvre et n'arrivent pas à attirer la jeune génération. Le salariat fait peur aux jeunes qui sont nombreux à préférer la prestation de service. Un problème que rencontrent beaucoup de professionnels partout en France. Exemple à Nantes avec notre partenaire Télé-Nantes, regardez. À Trélières, Guillaume recherche désespérément un boucher qualifié pour faire tourner sa boutique. Mais depuis le début de ses recherches, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Les seuls CV qu'on peut avoir, beaucoup, c'est pour des prestataires de services. Alors c'est très bien, hein, mais c'est des emplois ponctuels. C'est vraiment en cas de coup dur ou des choses comme ça. C'est un peu démoralisant. Oui, on se demande bien si on va y arriver un jour ou pas. L'année dernière, il pensait avoir déniché la perle rare après avoir convaincu un boucher prestataire, c'est-à-dire un indépendant recruté sur une mission ponctuelle, de s'engager en CDI dans sa boucherie. Mais quelques mois après, celui-ci a préféré quitter son poste. Au fur et à mesure des semaines qui passent, on a réussi à négocier à ce qu'il puisse rester avec nous en CDI. Donc il est resté avec nous presque 1 an et puis il y a son envie de prestataire de service qui est revenu, d'aller un peu partout. Salaire avoisinant les 30 à 35 € de l'heure, possibilité de choisir ses missions et ses jours de travail. Être indépendant et faire de la prestation de service peut être plus alléchant qu'un poste en CDI. Après avoir fermé sa boucherie, Anthony Louera a opté pour cette façon de travailler il y a 3 ans. Il s'étonne de voir beaucoup de jeunes s'y mettre aussi. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou un confort de vie qu'ils veulent aujourd'hui s'oriente beaucoup plus sur la prestation que d'avoir des ouvriers sédentaires. Alors que il faut bien calculer le pour et le contre et puis il faut surtout être armé au niveau métier pour pouvoir le faire aussi, quoi. En France, il y aurait environ 5 à 6 000 postes de bouchers à pourvoir. Et puis on s'y est habitué, l'intelligence artificielle fait maintenant partie de notre vie quotidienne. Pour une simple question sur des applications ou même dans l'espace public, l'IA est partout. Selon une étude récente, 8 élèves sur 10 l'utilisent même pour faire leurs devoirs. Certains établissements scolaires ont donc décidé de s'emparer du sujet et de sensibiliser les élèves sur leur utilisation. C'est le cas de Pontivy dans le Morbihan, reportage de TBO, la chaîne du groupe Telegram. L'intelligence artificielle, c'est un modèle dit non déterministe ou probabiliste, et donc c'est des probabilités. Donc on n'est jamais sûr à 100% que ça va marcher. C'est devenu le bras droit des élèves. Selon une récente étude nationale, 8 à 9 lycéens sur 10 déclarent avoir déjà utilisé une intelligence artificielle pour s'aider dans leur travail scolaire. Cet établissement de Pontivy a décidé de s'emparer du problème en proposant une formation dispensée par 2 ingénieurs. Quand on clique sur le profil, on voit la même fille, même cheveux, même morpho, même chant, qui vend d'autres tenues. Sauf qu'en fait, ce compte utilisateur, il a été complètement généré par intelligence artificielle. Sensibiliser aux informations, parfois fausses ou biaisées, véhiculées par l'IA, c'est tout l'enjeu de cette journée, à l'heure où les devoirs ne sont plus vraiment faits par l'intelligence humaine. Quand on n'a pas trop le temps le week-end, des fois j'utilise pour faire à ma place. Moi j'utilise un peu pour, le travail personnel à la maison. Conséquence, plusieurs enseignants du lycée ont décidé de ne plus donner de travaux à la maison. Selon ce professeur, à l'initiative de la formation, la solution n'est pas d'interdire l'IA, mais d'encadrer son usage. On voudrait mettre en place une charte d'utilisation de l'IA dans l'établissement. Soit j'interdis l'IA, soit j'autorise l'IA, mais si j'autorise l'IA, je leur demande des retours de copies d'écran de prompt. Et il y a un 3e niveau qui est utilisation totale de l'IA. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tous avoir un discours commun dans l'établissement et mettre 3 niveaux de compétences exigibles au moment où on donne un devoir aux élèves. L'établissement réfléchit également à mettre en place une option IA, une stratégie novatrice face à un phénomène en pleine ascension. Avec l'inflation, les loyers en hausse, les petits boulots insuffisants, la précarité étudiante s'installe durablement dans les universités. Partout en France, les épiceries solidaires se multiplient dans les établissements pour répondre à cette urgence. Ces initiatives deviennent un filet de sécurité essentiel pour des milliers d'étudiants. Reportage à Saint-Dié, dans les Vosges.
Une file s'est formée dans le couloir. Chaque mardi à 17h45, la petite épicerie solidaire créée en 2023 par la Croix-Rouge au sein même de l'IUT de Saint-Dié, avec l'accord de la direction, ouvre ses portes. Ils sont ce soir-là une quarantaine d'étudiants sur les 400 que compte l'établissement à patienter. Sur les étagères, des denrées alimentaires et quelques produits d'hygiène. Je leur fournis des produits que l'Europe nous donne, une petite partie, et des produits de notre collecte alimentaire. On fait une collecte alimentaire tous les ans dans les magasins. Et donc on tape dans ces produits-là pour donner des produits de nécessité. Des étudiants internationaux déjà qui viennent des fois pas forcément avec les moyens de pouvoir de subsistance sur place. Il y a certains de nos étudiants bien sûr nationaux qui aussi sont en difficulté. Des enseignants bénévoles assurent l'accueil. On s'est aperçu à plusieurs reprises qu'en fin de compte, il y avait des étudiants qui s'endormaient en cours. On a eu une fois un malaise aussi sur quelqu'un qui mangeait pas. On a fini par le questionner, il nous a un peu dit ce qui lui arrivait parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants en précarité ici. L'épicerie est un appoint nécessaire pour tous ces jeunes qui ont des budgets très serrés avec des loyers importants et des dépenses de transport, qu'ils soient boursiers ou non. Beaucoup sont étrangers. C'est une vraie aide quand même pour moi. Enfin, j'ai quand même droit à la bourse. Moi, je suis au plus bas des échelons, etc. Mais avec l'essence, etc., enfin, tous les autres frais qui sont à côté, franchement, c'est une très bonne aide pour moi. Et ça me permet vraiment de rester dans mon budget. Sans self à l'IUT, certains peuvent manger un repas à 1 € dans un lycée voisin à Gré et Crous. Mais l'accueil est limité à une vingtaine de places. Cette épicerie étudiante est unique dans les Vosges. Un projet similaire devrait voir le jour à Épinal. Voilà, puis si vous avez l'âme d'un archéologue, eh bien regardez ce qui va suivre, car l'archéologue ne se limite pas aux fouilles spectaculaires. Avant chaque chantier d'envergure, les terrains sont passés au peigne fin par ces professionnels, une mission essentielle pour préserver les traces du passé avant de bâtir l'avenir. Écoutons un collégien et un professionnel au micro de 7 à Limoges. Franchement, c'est super bien, on apprend plein de choses. J'avais une certaine vision de l'archéologie, mais ça l'a changé un peu. Ça m'était pas venu à l'esprit, mais des problèmes, par exemple, de dos quand on est tout le temps courbé. Dès le début, on voit bien qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Moi, je croyais qu'il fallait vraiment aller fouiller, mais non, ça apparaît dès le premier coup de pelle. Et c'est super intéressant de tout pouvoir voir dès le début. C'est important surtout de montrer quelle est la réalité du métier et de casser un peu les clichés qu'on peut avoir sur le métier d'archéologue qui fouille avec son pinceau et qui déterre des beaux objets. C'est bien boueux, ils se rendent compte aussi un peu des contraintes, tout ce que ça impliquait aussi comme métier annexe. Et qu'il n'y avait pas que la partie terrain, c'est un ensemble de métiers qui font qu'on arrive à comprendre les vestiges. Et puis, je suis sûr que vous vous en doutiez, le reblochon est l'un des fromages préférés des Français. Face aux contraintes d'aujourd'hui liées, entre autres, à la dermatose nodulaire ou encore aux questions climatiques, la filière reblochon cherche beaucoup à s'adapter. Explication avec ce reportage de 8 Mont-Blanc, Chloé Lemeur. Il représente la deuxième appellation fromagère française. Avec près de 16 000 tonnes produites par an, dont 3 000 en fermier et le reste en laitier. Le reblochon s'inscrit dans une filière structurée. Reconnu en appellation d'origine protégée depuis 1958. Ce fromage typique des Savoies est régi par un cahier des charges bien précis. Tous les fromages sous appellation en fait, ont une identité forte et en fait c'est de par tout ce qui est inscrit dans le cahier des charges qu'on tient aussi à vraiment traduire dans notre fromage toute la typicité du territoire et tous les savoir-faire en fait, qui se perpétuent de génération en génération. Un savoir-faire traditionnel encadré, gage de son dynamisme et de son attractivité. Pour autant, avec des contraintes fortes liées à sa production, la filière doit s'adapter pour attirer de nouvelles recrues. Le syndicat du reblochon, grâce à sa structuration, en fait, permet en fait, de faire des formations aussi, proposées notamment sur l'ergonomie au travail, sur la gestion des coûts de production, sur la réorganisation. La filière, elle est là aussi pour défendre, promouvoir le produit et accompagner en fait, les opérateurs en fait, dans les changements. Avec le réchauffement climatique,
Les exploitations doivent là aussi faire preuve d'ajustement. Par exemple, sur les prairies, il y a quand même tout un travail en fait qui a été fait sur comment maintenir un pâturage. Et après, plus en alpage, pour les producteurs fermiers, il y a des essais en cours à l'alpage école du Sulins où on récupère en fait des semences endémiques, donc c'est des semences en fait du territoire pour remettre sur le territoire. Autre contrainte à laquelle se confrontent les professionnels du secteur, celle de la dermatose nodulaire. Touchée de plein fouet par l'épidémie, la filière mise sur la résilience face à la crise. Tout autre chose maintenant, je vous propose de mettre les mains dans le cambouis. Thomas est pilote de moto et prépare avec son équipe la mythique course des 24 heures du Mans moto. Une course symbolique pour ce sportif que la télévision locale du Choletais a pu rencontrer dans sa préparation. Regardez ce reportage. Thomas au petit soin pour la ZX10R du team ORS. Avec cette japonaise, il devrait dépasser les 300 km/h sur l'un des tracés les plus mythiques du monde. Mais avant de faire ses preuves sur le circuit Bugatti du Mans pour les 24 heures moto, eh bien, il faut préparer le bolide, préparer aussi l'équipe et puis surtout boucler le budget. Un jour, avec des copains, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu de course comme ça pour s'amuser sur des petits circuits, sur les circuits de karting avec des petites cylindrées. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit allez, on va faire une course ou deux. Et puis un jour, on s'est dit allez, pourquoi pas faire une course de 24 heures, c'est ce qu'on appelle les 23h60 qui se déroulent au Mans aussi à côté. Et puis on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, on l'a gagné une fois, on a fini une fois deuxième. Donc on s'est dit c'est cool, ça se passe bien, autant on va essayer d'aller un peu plus loin. Pourquoi pas associer l'association avec laquelle on est, de mon métier de technicien sur les circuits et puis de faire une entité qui permette de participer aux 24 heures du Mans, quoi. Justement, pour boucler son budget de 100 000 euros, le team ORS peut compter sur des entreprises et des particuliers. Alors effectivement, il manque encore une certaine somme pour valider l'engagement. Il faut dire que la première participation est toujours la plus onéreuse puisqu'il faut quasiment tout acheter pour se lancer dans l'aventure. Le budget de fonctionnement d'une course de 24 heures, quand on a le stock de pièces, quand on a les motos, quand on a pas mal de choses, c'est estimé entre 40 et 50 000 euros à peu près. Inutile de vous dire que cette ZX10R est un missile sur route, 1000 cm3, 205 chevaux, 175 kg, avec des attributs propres aux motos d'endurance évidemment. Donc on va améliorer les systèmes de changement de roue, on va améliorer la contenance du réservoir, on passe de 17 litres à 24 litres. Donc il y a l'ergonomie aussi de la moto qui a travaillé parce qu'il y a pas mal de modifications. Et les pilotes de leur côté, eux aussi, donnent le maximum avec des entraînements à base de vélo, de crossfit, du renforcement musculaire aussi. Et avec un budget bien bouclé, des hommes et des machines prêts à en découdre, on pourrait bien voir une équipe bien de chez nous faire chauffer la gomme du 16 au 19 avril prochain. Et puis enfin, nous avons tous pratiqué des sports à l'école, handball, badminton, athlétisme. Eh bien, figurez-vous que ces élèves de CE2 en Haute-Garonne font de la pétanque. Une discipline très insolite pour ces écoliers, mais qui plaît beaucoup, vous allez le voir, et surtout qui favorise leur développement. Un reportage de l'Année Pêche du Midi. Je suis premier, moi. Je suis un pointeur et lui, c'est un tireur. Nous sommes en partenariat avec l'école primaire de la commune. C'est une initiative qui a été créée juste avant les Jeux Olympiques dans le cadre de Génération 2024. Et devant le succès que ça a connu, donc nous avons décidé avec l'école de poursuivre l'aventure au-delà des Jeux Olympiques. C'est une excellente activité de concentration déjà, de travail en groupe, d'émulation collective. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on le sait tous, la pétanque est un sport ancien, pratiqué par des anciens, et nous espérons tout simplement créer des vocations. Et puis ces derniers jours, une association bordelaise a rapatrié un bus mythique ayant roulé sur toutes les routes de métropole girondine dans les années 90. Et figurez-vous qu'il en a encore sous la pédale, ce bus. Regardez ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Juliette Huard. Il n'avait plus circulé depuis bien longtemps. Et on revient avec 20 ans en arrière, voire 25. D'apparence rustique et long de 24 mètres, ce bus a desservi la métropole bordelaise entre 1989 et 2004. Ils étaient 10 comme ça à rouler sur le réseau, sur la mythique ligne 7-8 qui reliait la gare Saint-Jean à Bacalan et le quartier de Saint-Louis. Abandonnée dans la Marne depuis une dizaine d'années, l'Association pour la préservation des autobus de transport Bordeaux Métropole est désormais propriétaire de ce car mythique. Le véhicule a été rapatrié en Gironde par la route, un trajet non sans problème. Ça a été très long, surtout la première partie où
On n'avait rien trouvé de plus simple que de prendre toutes les plus petites routes de France. C'est sur la première partie qu'on a essuyé pas mal de pannes. Près de 20 000 € sont nécessaires pour le réhabiliter. Une fois remis en état, l'association souhaite en faire un bus musée. Il va être dans un premier temps refait entièrement. Et ensuite, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir l'exposer au Quinconce pour les Journées du patrimoine qui vont se dérouler mi-septembre 2026. Toujours lors des Journées du patrimoine, l'objectif final est de le faire rouler sur la Liane 2 entre Bordeaux-Centre et Mérignac. Et puis à l'heure de la fast fashion et des usines de travail à la chaîne pour produire des millions de vêtements chaque jour, voici une machine de l'industrie textile d'il y a 80 ans. Une association auboise tente de préserver ce patrimoine local et notre partenaire Canal 32 nous en fait la présentation. Regardez. L'association des Amis du Musée de la Bonneterie perpétue une tradition initiée en 1947. À sa création, les industriels au bois souhaitent préserver de l'oubli les métiers devenus obsolètes et les anciens articles de bonnetterie. C'est comme ça que s'est ouvert en fait le musée de la bonnetterie, qui est devenu désormais le musée Maille, Mode et Industrie. Le classement des archives, constitué depuis près de 80 ans, est en cours. Il rassemble des emballages, des publicités et des documentations techniques sur les machines et les productions. Vous avez des bas qui ont été fabriqués en 1865 pour la reine Maria Pia du Portugal. La cinquantaine de membres, majoritairement issus du textile, mémoire vivante du secteur, ils veillent à la remise en fonctionnement de métiers rectilignes, circulaires et d'outils parfois très rares. Comme Michel, ancien salarié de Doré Doré, il fait fonctionner une machine à chaussettes. Parce qu'une machine à l'arrêt, c'est bien, mais bon, l'intérêt, c'est de l'avoir tourné. Cette machine-là, elle m'appartenait encore il y a 3-4 ans à Saint-Ponge. Je participais à l'élaboration. Quand j'ai cessé, j'ai mis les 3-4 machines qui me restaient aux amis du musée de la Bonneterie. Pour éviter la disparition de ce patrimoine, l'association continue de recevoir des dons dans l'esprit de ses fondateurs. Cette machine est sortie des établissements Le Bosset en 1948. Il est resté en caisse pendant plusieurs décennies. Un de nos adhérents a proposé de remonter cette machine. Eh bien, c'est la masse. Ah, c'est la masse, et là, tu as ton fil de... Et ça, c'est le fil d'alimentation. Ce lieu accueille des groupes sur demande tout au long de l'année. Il ouvre également ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. L'association cherche aujourd'hui à renouveler ses membres issus du textile ou passionnés de mécanique. Dans ce journal maintenant, je veux vous présenter l'œuvre d'un meusien qui réalise une collection unique de manèges miniatures. Un travail titanesque, entièrement réalisé à la main pendant près de 40 ans. Reportage de Puissance Télévisions, vous allez voir. À Ligny-en-Barrois, c'est tout un pan de la mémoire foraine qui reprend vie. Ici, 28 manèges miniatures, animés, détaillés au millimètre. Une fête foraine version miniature née de la passion d'un homme, Bernard Guillaume. Pendant près de 40 ans, cet habitant de la commune a observé, mesuré et dessiné avant de reconstruire chez lui chaque attraction de la fête du village à la main avec une précision remarquable. Après son décès en 2007, sa famille a fait un choix fort, proposer l'ensemble de ses créations à la ville de Ligny-en-Barrois. La municipalité n'a pas hésité longtemps. C'est des milliers d'heures de travail méticuleux avec des matériaux récupérés qui ont pu être démontés par des bénévoles de notre ville, des jeunes retraités, qui ont méticuleusement tout repéré, démonté, mis en sécurité. Au total, plus de 20 000 heures de travail ont été nécessaires pour donner naissance à cette collection unique. Aujourd'hui, les équipes s'activent en coulisses car avant l'exposition au public, il a fallu tout démonter, transporter puis remonter. Un travail minutieux mené notamment par des bénévoles mobilisés autour du projet. On a fait une paire de voyages, quoi. On a passé plusieurs mois. Ouais, c'est un travail de dingue, quoi. Il a passé des heures et des heures, des milliers, des dizaines de milliers d'heures pour réaliser ça, quoi. Racheté 15 000 € par la commune, malgré des offres plus élevées ailleurs, la collection va désormais entamer une seconde vie. Objectif, préserver, mais aussi transmettre. L'idée, c'est quand même de pouvoir garder ça sur site. C'est une vraie richesse. Ça montre aussi le savoir-faire des hommes et des femmes qui composent la commune. Il n'y a pas forcément la nécessité que ce soit de grands objets historiques. Finalement, le savoir-faire, l'esprit qu'on a pu y mettre dedans, le travail, eh bien, ça devient aussi du patrimoine avec le temps. Une cagnotte en ligne a également été lancée pour accompagner le remontage et la future présentation au public. À Ligny-en-Barrois, la fête foraine miniature s'apprête donc à tourner une nouvelle page, 40 ans après les premiers croquis de son créateur.
Et puis voici maintenant une compétition de tennis de table quelque peu insolite, je dirais même loufoque. Les raquettes se sont transformées en poêle à frire. Ce tournoi se déroule à Charleville-Mézières dans les Ardennes et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on aurait adoré voir les frères Lebrun y participer. Des images de notre partenaire l'Ardennais, le quotidien du groupe Rossel sur place. On va dire que c'est plutôt les joueurs, on va dire plutôt doués qui vont le plus loin dans le tournoi. Voilà, petite parenthèse, donc c'est un tournoi très simple, hein, c'est élimination directe, c'est comme un vrai tournoi de tennis de table. C'est celui qui est, on va dire, le plus patient et celui qui fait le moins de fautes qui ira le plus loin, puisque avec une poêle, que je vous montre d'ailleurs, voilà la petite particularité de ma poêle par exemple, de mon tournoi. C'est celui qui sera le plus patient qui pour moi ira le plus loin. Il y a une petite histoire en fait, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion un petit peu, donc je suis originaire de Metz et lorsque j'étais joueur, le club a organisé le tournoi de poêle et ça m'avait marqué et comme j'ai toujours voulu être entraîneur de tennis de table, je me suis dit pourquoi pas de lancer ici dans les Ardennes à Charleville le premier tournoi de poêle et j'espère que vu la réussite de cette année, j'espère avoir encore plus de monde l'an prochain. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.